Vous écoutez Pierre Nantel. C'est le temps de parler d'intergénération. Les réseaux sociaux ont changé la donne. On se rappellera à quel point aujourd'hui les téléphones intelligents que nous avons tous à peu près comportent tout ce qu'il faut pour communiquer avec un paquet de gens sur des applications en tout genre. La plus populaire chez les gens de mon âge, c'est Facebook. La plus populaire chez les jeunes, c'était TikTok. Est-ce que ça va changer encore sous peu? Il y a quelqu'un qui arrive avec l'idée de rassembler tout ce beau monde sur un réseau propre au Québec. On en discute avec l'idéateur, le coordonnateur de ce qu'on appelle la Nouvelle Place, M. Steve Proulx. Bonjour, Steve. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, faut être assez culotté pour penser créer un réseau social propre à nous. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Culotté, je ne sais pas à quel point c'est culotté. On s'est doté de plein de médias au fil de notre histoire au Québec. On pense à Radio-Canada, à Télé-Québec. Ce sont des médias publics qu'on s'est dotés parce que, en quelque part, il y avait une espèce d'envahissement des contenus américains. C'est un peu la raison pour laquelle on a créé ces médias-là. Absolument. Pourquoi on le ferait pas au Québec? Pourquoi on le ferait pas avec les médias sociaux? Si les médias sociaux sont les nouvelles plateformes médiatiques dominantes, ce serait peut-être important que nous, au Québec, on ait un pied là-dedans. On n'en a pas du tout en ce moment. C'est tout à fait louable. D'ailleurs, on voit bien que Alain Saunier, qui a créé les invasions barbares, qui a depuis longtemps milité pour qu'on s'organise devant ces compagnies internationales qui dominent aujourd'hui les communications et la culture, voit d'un très bon œil votre initiative. Oui, Alain, effectivement, c'est un observateur qui est très, très, très critique de ces grandes plateformes-là. Il est là depuis le début. Il faut dire que là, en ce moment, ce qu'on a créé, puis c'est important de le mentionner, la grande différence qu'on amène sur la table, c'est au niveau du modèle d'affaires. Parce que le problème à la base de ces médias sociaux-là, c'est leur modèle d'affaires en quête de profit constamment. Si on veut faire des profits, il faut qu'on garde les gens attentifs. Donc, on est en train de vendre l'attention. Ça crée ce qu'on a actuellement, des médias sociaux qui créent de l'addiction. Quand on dit que les jeunes aiment TikTok, oui, sont-ils accros à TikTok? Peut-être aussi. Un peu, pas mal, beaucoup aussi. La façon dont ces plateformes-là est pensée aujourd'hui, c'est qu'elles suscitent l'addiction, la dépendance. Pourquoi? À cause de leur modèle d'affaires. Elles ont des paires de yeux à vendre. Notre modèle d'affaires est sans but lucratif et c'est une coopérative qu'on a créée. Dans la dernière année, ce qu'on a réussi à structurer, c'est de rassembler des gens autour d'un modèle coopératif. Donc, c'est vraiment l'innovation qu'on amène, parce que ça, il y en a pas. Ça n'existe pas nulle part dans le monde. Donc, on va avoir besoin de membres, on va avoir besoin de gens qui sont autour il y a une gouvernance démocratique. Ce sera pas une boîte noire qu'on va créer. Wow. Donc, c'est pas quelque chose, on parle beaucoup des algorithmes, comment est-ce qu'ils fonctionnent, les algorithmes de visibilité dans Facebook, dans TikTok, c'est quoi les règles qui sont derrière ces algorithmes-là? Dans notre coopérative, on mise sur la transparence 100%. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire cette année, parce que c'est vraiment, c'est pour ça que je vous parle, que je trouve que c'est très culotté. C'est vraiment comme c'est David contre Goliath, là. Vous êtes en train de proposer une alternative à quelque chose qui est mondialement, qui est un raz-de-marée. Et je suis le premier, pendant des années, j'ai réclamé qu'on se protège, qu'on investisse, qu'on s'assure que la culture soit relayée aux prochaines générations. Ça aura, entre autres, cet effet-là. Oui, on parle pas d'alternative. On veut pas remplacer. On n'est pas fou là. On sait bien qu'on remplacera pas Facebook ni TikTok. Ce sont d'énormes machines. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'autre option que ces grandes plateformes-là. Alors, ce qu'on veut faire, tu sais, on nous a dit, dans le Journal de Montréal, le Facebook québécois, c'est pas une étiquette qu'on va garder. On veut pas être le Facebook québécois et on veut pas que les gens pensent que ça va être ça. On veut faire un média social de proximité. De plus en plus, de toute façon, l'idée qu'on soit tous sur la même plateforme, qu'il y en ait une seule qui domine tout, cette idée-là commence à perdre un peu de ses plumes. Les gens sont aujourd'hui sur plusieurs médias sociaux pour différentes raisons. Ils peuvent être sur LinkedIn, peuvent être sur Instagram. YouTube est une forme de média social aussi. Donc, on utilise plusieurs médias sociaux. La Nouvelle Place qu'on veut développer, ça serait une autre option dans laquelle on verrait le Québec s'exprimer. C'est une idée qui serait certainement très utile parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, sur Facebook, il y a des sous-groupes de voisinage. Ça s'appelle
appelle souvent spotted. Le Facebook est devenu, a remplacé le perron de l'église. Les réseaux sociaux ont remplacé le perron de l'église où les gens jasaient, a remplacé l'arrêt d'autobus, a remplacé le fameux babillard qu'il y avait à l'entrée des différents commerces de proximité dans les quartiers. Les places publiques qu'on avait sont maintenant numériques, sont maintenant sur cette plateforme-là. Est-ce que ce serait une bonne idée si on est pour passer autant de temps sur ces plateformes qu'on s'en fasse une, nous autres, ici au Québec? Moi, j'ai pas envie d'aller sur le perron de l'église à la Silicon Valley en ce moment. J'ai envie d'aller sur mon perron de mon église à moi, dans mon quartier. Oui, tout à fait. Même s'il est virtuel, vous allez être entouré de gens qui vous connaissent. Parce qu'évidemment, la question, c'est ça le paradoxe avec les réseaux sociaux, c'est que ça crée cette impression de proximité, alors qu'en réalité, c'est des communautés d'intérêt. On n'a jamais été si seul, mais en même temps, on a le sentiment, je sais pas si on est un passionné des motocyclettes engine de 56 à 63, ben il y en a 8000 comme moi qui s'intéressent au même clignotant qui est à vendre sur eBay. C'est quand même incroyable, cette proximité qui arrive avec des choses si particulières, mais c'est aussi très beau de voir aussi la possibilité de communiquer. Et c'est ça qui est le potentiel de votre projet, c'est qu'on s'approprie cette plateforme-là plutôt que de vendre notre intérêt à une entreprise internationale qui est là pour le profit. Un côté, je dirais, sombre de ce que vous venez de présenter, qui est de se rassembler autour des communautés d'intérêt, c'est ce qu'on a vu apparaître dans les dernières années, la fameuse polarisation, les fameuses bulles de films. C'est-à-dire que les gens vivent maintenant dans leur bulle, ils vivent dans leur petite zone, dans leur petit univers culturel, puis avec leurs idées. Ça peut être des idées complotistes, mais ça peut aussi être des passionnés de moto. Mais on est dans une bulle comme ça, et le tissu social, communautaire, ce qui nous relie parce qu'on vit sur le même territoire, ça commence à se désagréger. On connaît plein de gens qui aiment les motos, mais on connaît pas notre voisin. Exact. C'est un peu ce qu'on veut ramener à l'avant. Un réseau social de proximité, tu vas là pour savoir ce qui se passe à 2 rues de chez vous. C'est ce qu'on veut. J'imagine que pour quelqu'un qui écoute notre entretien, ce moment se dit, oui, mais il y a eu le panier bleu. Ouais, pas du tout la même affaire, mais oui, il y a eu le panier bleu. Oui, bien, il y a eu le panier bleu dans la mesure où c'était une espèce d'initiative, d'une réponse, par exemple, à Amazon, par exemple. C'était une initiative, un réflexe local, post-pandémique. On voulait se serrer les coudes. Est-ce que on voit ici le soutien, par exemple, de Alain Saunier? Est-ce qu'il n'y a pas ici une réceptivité? Quand M. Saunier s'exprime sur ce genre de sujet, les gens à Québec écoutent beaucoup. Avez-vous le sentiment que vous avez l'oreille du gouvernement actuellement? C'est sûr que la comparaison avec le panier bleu, il faut se ramener, je veux pas faire l'histoire du panier bleu, mais ramenons-nous, on était en pleine pandémie, le Québec avait été mis sur pause, on voulait très, très rapidement donner une réponse à tous ces commerces de détail qui ne pouvaient plus vendre, ouvrir leurs magasins. Donc, on voulait trouver quelque chose et le panier bleu est arrivé là-dedans. Les gens se sont fait une idée que le panier bleu allait être, en l'espace de quelques mois de développement, la même chose qu'Amazon. Mais Amazon, c'est pas juste un site web. C'est une chaîne de logistique et d'entrepôts et de camions un peu partout. Je veux dire, ça n'a aucun sens de penser que le panier bleu aurait fait la même chose qu'Amazon. Mais ce qu'ils faisaient, et pour avoir discuté avec Alain Dumas, qui était le directeur général du panier bleu, ils ont quand même réussi à rassembler une belle communauté de gens pendant tout ce temps-là. Malheureusement, ils ont tiré peut-être la plug un peu trop vite. S'il aurait fallu avoir du temps. Notre initiative n'est pas du tout dans la même, a pas du tout la même ambition. Pas transactionnel. C'est pas du tout le même. Non, c'est ça. C'est pas du tout la même infrastructure dont on a besoin, là, pour faire vivre un média social. La grande difficulté d'un média social, c'est oui, développer la technologie, mais c'est aussi de convaincre les gens de changer de média social. Donc, on l'a vu cet automne, ce qui est arrivé, c'est un événement quand même intéressant. La montée de Blue Sky. Comparativement, les gens sont de moins en moins sur X à cause, Elon Musk, il y a toutes sortes de considérations. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Elon Musk. Alors, on a vu un mouvement des médias vers une plateforme plus ouverte, plus socialement acceptable, disons, Blue Sky. Ça nous a fait réaliser que les gens sont pas si fidèles que ça à un média social. S'ils trouvent mieux ailleurs, ils vont aller ailleurs. Et nous, on fait le pari que ça pourrait fonctionner si on offre quelque chose de plus local. Vous trouverez pas les mêmes choses sur la nouvelle place que ce que vous allez trouver sur Instagram ou TikTok. Ce sera pas la même ambiance, ce sera pas les mêmes choses, mais vous allez trouver quelque chose qui risque d'être pas mal intéressant aussi et qui n'est pas en ce moment desservi par ces grandes plateformes-là.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec un journal communautaire, une OSBL, qui est là pour assurer sa mission de transmettre de l'information et tout ça, mais pas aucunement là pour des profits? Est-ce qu'on y verra de la publicité, par exemple? Peut-être. Tout dépend de l'argent qu'on aura. Il va quand même falloir garder les lumières ouvertes de cette compagnie-là. Est-ce qu'on va avoir besoin de publicité? C'est sûr c'est pas notre premier choix, mais c'est probablement que on va en venir à ça. Mais pour l'instant, on se focus sur notre premier objectif qui est de constituer la coopérative, rassembler des membres et trouver le financement pour créer, je dirais, la version 1 de cette plateforme-là, parce que c'est vraiment ça qu'on doit faire. C'est ça coûte cher aussi, c'est-à-dire que après ça, c'est de l'entretien, il va y avoir des gens, il va y avoir de l'utilisation. Ça peut ressembler à un média local. Oui, on pourrait penser que c'est un média local alimenté par mes voisins. C'est un peu ça. C'est ça. Et vous attendez à lancer cette version bêta, qu'on peut dire, d'ici combien de temps, d'après vous? En fonction du financement qu'on réussit à aller chercher, dans les prochains mois, c'est ce qu'on va faire. On a besoin autour de 2 millions, là. Donc, tout dépendamment de ce financement-là qu'on va aller chercher, on pense que de 12 à 18 mois, on va être capable d'avoir une bonne version bêta ouverte. Peut-être pas ouverte au public tout de suite, mais ouverte aux membres. Les membres de la coopérative vont le tester, on va remettre du contenu dedans, un peu comme font souvent les médias sociaux, ils ferment un peu au grand public, ils testent ça entre ceux qui s'intéressent à l'initiative, puis après ça, on l'ouvre au grand public. Donc, dans 18 mois, là, si on est capable d'avoir un bon financement, on pourrait imaginer avoir cette version bêta. Et ces communautés-là, en général, elles-mêmes, le réseau lui-même, peut créer certains groupes d'intérêt, mais le réseau lui-même peut en être un. C'est un groupe de désintérêt. Les gens qui sont allés vers Blue Sky déconfits par Elon Musk, c'est un groupe de désintérêt envers X qui a migré vers Blue Sky. Quel est le type comment dirais-je, de membres que vous espérez retrouver? Est-ce que, par exemple, il y a une démographique? Est-ce qu'il y a plus de jeunes, plus de personnes, de baby boomers? Est-ce que vous avez une définition un peu de ce que vous allez chercher? On n'a pas fait d'études spécifiques parce que les gens commencent à s'agglutiner autour de ce projet-là. On est autour je dirais, on est à peu près 1000 personnes qui ont manifesté un intérêt. Oui, qui ont manifesté un intérêt pour ce projet-là. Souvent, ils nous écrivent un petit message. Puis je peux vous dire un peu ce qu'ils me disent. Et ce qu'ils disent, la plupart du temps, c'est un désenchantement, une écœurantite aiguë des plateformes actuelles. Et c'est vraiment ça. On a le goût d'aller dans une plateforme qui est peut-être un peu plus saine, un peu plus où on trouvera pas de fraude de crypto-monnaie ou de toutes sortes d'affaires. On se retrouve dans des pièges à cons, là, quand on est là-dessus. Il faut quand même se le dire. Les gens ont le goût d'avoir un espace un peu plus sécuritaire et un peu plus local, à échelle humaine. S'ils écrivent à quelqu'un, quelqu'un va leur répondre. Donc, puis quand vous dites sécuritaire, est-ce que vous faites allusion à ce concept de safe space? Le safe space, c'est-à-dire que c'est sûr que notre média social, déjà, on va pas accepter l'anonymat. Donc, c'est sûr que c'est une décision qu'on va prendre. Tu ne pourras pas être sur ce média social-là sous un faux nom. Donc, déjà là, on règle pas mal de problèmes d'ingérence russe et de toutes sortes d'affaires qui peuvent de bots, les fameux robots d'intelligence artificielle qui... C'est n'importe quoi, là. Ce qui se passe en ce moment, ça n'a pas de sens, là. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de mettre un certain nombre de balises, ce qui aurait dû être fait depuis des années par ces grandes plateformes-là. C'est très simple de rendre ces plateformes-là sécuritaires. C'est juste pas rentable de le faire. Effectivement. Donc, c'est ça. Ils sont là, évidemment, pour créer de l'addiction, comme vous l'avez dit, créer de la dépendance, ce qui crée des chambres d'écho, évidemment, et ce qui est un clickbait, qui donne le goût d'aller cliquer, de regarder le prochain, ça crée une dépendance. Et c'est ça qu'on vend, ultimement. Ce sont ces paires de yeux qu'on vend. En terminant, cette vertu qu'on sent dans votre projet, le fait que ce soit une OSBL, le fait qu'il y ait déjà 1000 membres, le fait que vous êtes en train de chercher des fonds,
ça amène quand même une forme de, peut-être pas une ligne éditoriale, mais il y a certainement en tout cas une forme de sentiment patriotique, de fierté de s'appartenir entre gens du même coin de pays. Est-ce que vous avez devant vous un risque d'éditorial dans la plateforme en général? Si on parle d'un média social de proximité, là, effectivement, on va le partir au Québec. Mais le concept fonctionne au Canada anglais, il fonctionne en Belgique, il fonctionne dans toutes les petites cultures qui sont actuellement problématiques à cause de l'envahissement des grandes plateformes américaines ou chinoises. Ben, c'est vraiment très courageux. Monsieur Proulx, je vous félicite. Ouais. Je vous remercie, puis on vous surveille de près. On se mettra membre de votre organisation le plus tôt possible.